Bonsoir à tous. Merci de votre intérêt. Alors, pour la petite histoire, c'est mon premier festival, ma première conférence. Donc vous allez essuyer les plâtres. Je suis désolé pour vous, c'est vous qui allez subir les maladresses de ma part. Mais bon, ça fait partie du jeu. Alors, je vais commencer par un petit peu faire les présentations. Alors moi, je suis photographe semi-professionnel, c'est-à-dire que ce n'est pas mon métier, c'est juste une activité qui était une passion que je suis en train de transformer un petit peu en métier, mais c'est juste pour légaliser la chose de manière à la vente de mes tirages et à la vente de productions que je fais sur YouTube, dont vous allez pouvoir participer aussi parce que je suis en train de filmer la conférence et vous allez pouvoir, j'espère, la trouver lundi matin sur ma chaîne YouTube. Donc, vous voyez, vous inaugurez complètement la conférence de A à Z. À ce sujet-là, je tiens à vous préciser que normalement, on ne verra aucun de vos visages et si telle était la sorte, je ferai en sorte de le flouter pour pas que vous soyez reconnaissable sur la chaîne YouTube. De manière à protéger, un, votre anonymat, et deux, votre intégrité. Ensuite, je vais faire un petit tour, parce que la conférence que je vous propose ce soir, alors, je vais essayer de démocratiser le plus possible ce que nous allons voir, mais il y a quand même des parties qui vont être très techniques, et je vais faire en sorte d'essayer de vous les expliquer le plus simplement possible, mais je me connais, j'adore la technique, je vais me laisser emporter à un moment ou à un autre, donc là il va falloir me dire hey, professeur Nabus, stop. Mais normalement, ça ne devrait pas arriver. Parmi vous, quels sont vraiment les néophytes en photographie? D'accord? Ceux qui ont un niveau un petit peu intermédiaire? D'accord? Et ceux qui ont un niveau, on va dire, qui maîtrisent la photographie, ce que c'est que le triangle d'exposition et autres. D'accord. Donc je peux rentrer un petit peu dans le détail sans risquer de vous perdre, hormis pour les 3 personnes qui sont là. Donc par contre, les 3 personnes qui sont là, si vous vous sentez lésés et noyés par le flot d'informations, j'ai pas la petite sonnette qui va bien, mais n'hésitez pas à vous faire entendre. Ok? Alors, j'ai intitulé ma conférence « Photographie à la lumière » parce que pourquoi? Vous avez tous entendu les mêmes sornettes. Photographier, ça veut dire écrire avec la lumière, ou pas de lumière, pas de photo. Donc, oui, c'est vrai, mais pourquoi on dit ça? Pourquoi on vous dit s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de photo? On vous dit jamais il n'y a pas de lumière parce que... Enfin, il n'y a pas de photo parce que tu n'as pas de lumière parce que... Et avec cette conférence, je vais essayer de vous apporter quelques réponses à ce niveau-là, de vous expliquer comment fonctionne aussi votre capteur pour recevoir la lumière que la nature émet. Et là, je pèse mes mots, je parle bien de lumière émise par la nature, parce que nous sommes dans un festival dédié nature, donc je vais uniquement parler de lumière naturelle, et surtout pas de lumière artificielle. Donc là, les thèmes que je vais aborder, c'est la lumière naturelle que nous envoie et qui émet le soleil. Et cette lumière, il va lui arriver des aventures, et au cours de ces aventures, elle va se transformer, et le problème, c'est qu'elle ne va pas forcément se transformer de manière judicieuse. Il n'y a pas de mal, on ne fait que commencer. Donc là, c'est le voyage que je vais vous emmener, donc la compréhension un petit peu de qu'est-ce que la lumière, déjà dans un premier temps, comment elle se comporte, comment fonctionne votre capteur, et je suppose que dans la question comment fonctionne votre capteur, pour celles et ceux qui sont peut-être un petit peu curieux, vous savez qu'un pixel est composé d'un photocyte vert, d'un photocyte rouge, d'un photocyte bleu et d'un photocyte vert. Mais pourquoi il y a 2 verts? Parce qu'il y a beaucoup plus de... C'est pas très loin de la réponse. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors,
voyez, je viens un petit peu de vous dessiner le sommaire de cette visioconférence. Alors, nous n'avons qu'une heure ensemble. Je vais essayer de faire vite, mais pas trop. Parce que si vous êtes là, c'est parce que vous avez envie de comprendre et d'apprendre certaines choses. Donc, si, encore une fois, vous sentez que ça va un peu trop vite, vous m'interrompez et je reviendrai sur ce que vous n'avez pas éventuellement compris. Par contre, vous verrez que si vous avez des questions, eh bien, je vous demanderai de les noter quelque part et nous y reviendrons à la fin, quand j'aurai fini mon laïus et que j'aurai besoin de boire un bon coup d'eau parce que j'aurai énormément parlé. Donc, définissons la lumière. C'est beau ça, hein? Je suis sûr que tout le monde a compris. Bien sûr. Alors, la lumière, les scientifiques ont déterminé exactement ce qu'était la lumière. C'est pas si vieux que ça, hein. Ça date des années 50-60, où ils sont tous tombés d'accord. La lumière est une onde électromagnétique transportant des quantas, autrement dit des photons. Je vous ai dit que ça allait être un petit peu technique, hein. Je vous rassure, on ne va pas aller guère plus loin que ça. Et si vous lisez, ici, elle fait de nos yeux des oreilles. On écoute la lumière avec nos yeux, en fait. Pourquoi? Parce que c'est une onde électromagnétique. Et en fait, si on regarde ici le schéma qui montre les ondes radio qui sont émises dans l'univers, eh bien, à un moment donné, on a ce qu'on appelle le spectre visible. Et dans le spectre visible, qu'est-ce qu'on a? Du vert, du bleu, du rouge. Et plein d'autres petites nuances qui vont venir. Est-ce que tout le monde suit bien? La chose la plus importante à retenir, c'est qu'ici, c'est une onde électromagnétique transportant des photons. C'est tout ce que vous avez à retenir. Là, je vais vous emmener un petit peu dans des années que peut-être les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, pour certains. Les années de collège, pour ceux qui ont été au collège. Alors, parmi les anciens, le collège n'existait peut-être pas en tant que tel que moi je l'ai connu. Donc, on a un certain Newton qui a décomposé la lumière et qui a montré ce qu'était le spectre visible. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail. Lui, il a décomposé la lumière en 7 faisceaux lumineux. Nous, on va se contenter d'une décomposition beaucoup plus basique en 4 lumières, en 4 couleurs distinctes. Donc, on a notre Soleil, notre faisceau de lumière blanche, ce que l'on appelle un réseau de diffraction. Et évidemment, je savais que j'oubliais quelque chose, je l'ai oublié à la maison. Alors, un réseau de diffraction, ça ressemble à une toute petite diapositive dans laquelle il y a des franges. Et le rayon de lumière va passer à travers ces franges et ça va agir comme un prisme. Ça va décomposer la lumière en fonction du nombre de franges par millimètre, 4, 5, 6, 7 et plus de couleurs. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est 4 couleurs. Et vous remarquerez tout de suite qu'on retrouve notre rouge, notre vert, notre bleu. Par contre, y a une couleur là qui nous... Elle nous gêne celle-là. Et puis elle n'est pas anodine. Parce que si vous voyez, alors j'ai simplifié au maximum, j'ai mis des chiffres ronds pour que ce soit compréhensif et assimilable à tout le monde. 30% de rouge, 30% de vert, 30% de bleu, 10% de jaune. 10%, c'est pas anodin. Ça serait de l'ordre de 3-4%, on pourrait se dire... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? On s'en moque? On l'ignore? Eh bien non, pas en photographie. Et là, si vous voyez, alors, sommairement et schématiquement, le fonctionnement de votre capteur, ici, vous avez la représentation schématique de ce que l'on appelle une matrice de Bayer. Vous avez peut-être tous plus ou moins entendu parler de ce terme-là. C'est simplement en fait que votre capteur, à un moment donné, il a des couches sur la surface qui vont se comporter comme le réseau de diffraction ou le prisme de Newton et qui vont venir éclater la lumière blanche en un faisceau de lumière en ce qui nous concerne, donc les 4 couleurs que nous avons vues précédemment. Vous remarquerez que nous avons un photocyte rouge, un photocyte vert, un photocyte bleu. Donc là, on absorbe
90% de la lumière reçue. Puisque les 10% de jaune n'ont pas de photocyte jaune pour être accueillis. Mais le jaune, c'est quoi? Pardon? Vert plus bleu. Donc, ce qui va se passer, c'est que... Zut. Ce qui va se passer, c'est qu'on va rajouter un photocyte vert qui va avoir deux fonctions, et deux fonctions qui vont être ultra importantes. C'est-à-dire que non seulement vous allez récupérer, alors grosso modo, 5 à 7% de vert, donc il va rester 3 à 5% de bleu, mais on a déjà du bleu. Et puis, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure, le bleu, 3 à 5%, bon, là on peut se dire qu'effectivement, dans le meilleur des cas, il sera récupéré par photocyte bleu, dans le pire des cas, il sera perdu, mais 3-5% de lumière bleue, bon, il y a moindre mal. Le photocyte vert, lui, donc il va capter une partie de la lumière bleue. De la lumière jaune, pardon. Mais il va aussi un autre avantage, c'est que on est passé de 3 photocytes à 4. Donc au niveau de la nuance colorimétrique de votre capteur, vous ajoutez du détail dans vos nuances colorimétriques. Donc vous allez ajouter beaucoup plus de dégradés dans vos couleurs. C'est bon pour tout le monde? Tout le monde arrive à suivre? Donc là, ça c'est la vue de profil de votre capteur. Donc vous voyez la lumière blanche qui arrive, on a la matrice de Bayer avec les filtres qui vont décomposer la lumière, les photocytes qui vont récupérer les photons. Donc là, si vous vous rappelez de ce que j'ai dit il y a quelques minutes, on est passé d'une lumière électromagnétique transportant des photons à des photons purs. On a cassé l'aspect électromagnétique de l'onde pour ne récupérer plus que les photons. Et là, alors, je vous le dis pour votre culture personnelle, qu'est-ce que va faire votre appareil photo quand vous allez appuyer sur le déclencheur? À votre avis? Il va venir, ce qu'on appelle, calculer le poids photonique de chaque photocyte. Alors là, je survole, parce que je ne veux pas vous perdre à ce niveau-là. Et ce poids photonique, en fonction du nombre de photons qu'il y a dans chaque photocyte, va donner la couleur du pixel. D'où, vous voyez, l'importance de récupérer cette frange de vert, de jaune, décidément, de jaune que nous avions tout à l'heure, les 10%, qui nous embêtaient au départ et qu'on aurait pu se dire, tant pis, 10%, on s'en moque. Non, vous voyez, là, les 10%, ils commencent à compter. Alors, encore une fois, c'est très vulgarisé. C'est de manière à ce que vous compreniez la suite. Revenons-en à notre lumière, puisque c'est le thème de notre conférence. Que peut-on dire sur la lumière? Eh bien, que le soleil nous émet de la lumière, elle arrive dans les hautes couches de l'atmosphère, et là, vous voyez, la lumière, elle subit une petite transformation. Elle n'est plus exactement de la même colorimétrie que la lumière qui arrive. Elle tombe sur l'arbre. Ah, là, il y a une erreur, mais bon, c'est pas grave. Et là, normalement, plutôt que d'être jaune, ça aurait dû être vert. L'arbre va nous renvoyer, puisqu'il est vert, il va nous renvoyer de la lumière verte. Donc, vous voyez, on n'a rien inventé. La nature elle-même va casser la lumière blanche pour récupérer les franges colorimétriques qui l'intéressent pour son développement. Et en fonction de la période de la journée, alors j'ai oublié de dire quelque chose, cette lumière-là qui descend du soleil s'appelle la lumière incidente. Et la lumière qui nous vient de l'arbre s'appelle, comme je l'ai mis là, la lumière réfléchie. Ces deux termes en photo que vous allez entendre si vous grattez un petit peu du côté technique et si vous faites surtout du studio, du portrait notamment, vous allez entendre parler de ces deux types de lumière. C'est vrai que nous, en milieu naturel, on n'en parle pas trop parce que c'est là. Voilà. Il y a de la lumière, donc on en profite. Donc, comme je le disais à l'instant, en fonction de l'heure à laquelle vous allez faire les photos, vous n'allez pas avoir la même colorimétrie, la même lumière.
Mais la météo va venir jouer et mettre un petit peu son grain de sel là-dedans. Pourquoi, par temps très couvert, vous allez avoir l'impression d'avoir des teintes, alors moins marquées, mais beaucoup plus homogènes, alors qu'en par grand soleil, vous allez avoir l'impression de ne plus avoir de contraste. Alors, je devrais dire avoir de l'hypercontraste, parce que les tons noirs vont être hyper saturés, les couleurs vont être hyper saturées. Donc c'est l'influence, tout simplement, du soleil par rapport à son inclinaison dans le ciel et la lumière qu'il envoie pour nous renvoyer de la lumière réfléchie. Enfin, que les objets nous renvoient de la lumière réfléchie. C'est bon jusque-là pour vous? Alors, pourquoi je vous parle du soleil et de l'inclinaison du soleil, etc., etc. Eh bien, tout simplement, je vous laisse regarder le petit film. L'heure bleue, le soleil est en dessous de l'horizon, comme vous pouvez voir. L'heure dorée, le soleil est entre le ras de l'horizon et un petit peu élevé. Ce que j'appelle l'heure rasante, le soleil est un petit peu plus haut dans le ciel. Lumière intense. Donc là, le soleil, il est vraiment perpendiculaire à nous. La lumière, on retombe sur la lumière rasante et on recommence le cycle. Lumière dorée. L'heure bleue. Et la nuit. Et donc là, comme vous pouvez le lire, place à l'astrophoto. Alors, donc les phases de la journée, comme nous venons de le voir, la nuit, l'heure bleue, l'heure dorée, la lumière rasante, la lumière écrasante. Alors, lumière rasante et lumière écrasante, c'est des termes que vous trouverez quasiment jamais parce que c'est quelque part ma vulgarisation afin de vous comprendre les phases de la journée. On retombe sur la lumière rasante, lumière dorée, lumière bleue, la nuit. Les impacts, eh bien, en fonction des phases de luminosité de la journée, ça va avoir un impact sur la colorimétrie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça va donc impacter votre balance des blancs. Ça va augmenter ou atténuer les contrastes. Vous allez avoir donc des luminances plus ou moins fortes. Et vous allez avoir la présence de lumière réfléchie ou non. Si vous n'avez pas, si vous n'avez pas de lumière incidente, vous n'aurez pas de lumière réfléchie. C'est pas tout à fait vrai parce que la nuit, vous avez de la lumière incidente. Pourtant, il n'y a pas de soleil. Par contre, il y a des choses dans le ciel. La lune, les étoiles. Même si la lune représente, grosso modo, j'ai pas les chiffres en tête, mais on va dire 90% de la lumière directe dans la nuit, les étoiles qui sont dans le ciel nous apportent quand même de la lumière incidente. Hein. C'est pour ça que nous pouvons les photographier. C'est grâce à la lumière qu'elles émettent. Alors, en résumé, la lumière incidente, elle n'est pas blanche, et sa colorimétrie dépend de la journée. Et j'aurais même pu rajouter qu'elle va dépendre de la couche d'atmosphère qu'elle va traverser. Puisque l'atmosphère va jouer un rôle, notamment au niveau de l'heure dorée et de l'heure bleue, sur les couchers de soleil. Pourquoi vous avez des couleurs qui explosent à l'heure dorée et à l'heure bleue, notamment? C'est parce que la lumière met beaucoup plus de temps à traverser l'atmosphère pour nous arriver, puisqu'elle vient de manière presque latérale éclairer nos sujets, alors que la lumière en plein midi, elle est vraiment à 90 degrés, et vous savez que la Terre n'est pas plate, elle est aplatie sur les pôles, donc forcément elle traverse beaucoup plus d'atmosphère quand elle est au niveau, à simplifier, des pôles, que quand elle est des pôles de l'équateur, que quand elle est au niveau des pôles. Très important, nous y reviendrons tout à l'heure, mais il a été défini une température de 6500 Kelvin à 14 heures par une belle après-midi d'été. C'est ce qui va vous donner, enfin c'est ce qui nous a donné, comme vous pouvez voir, le point blanc type D65. Alors,
Je passe très rapidement là-dessus, mais le point blanc type D65, lui, va vous influencer sur les gamut. Nous allons y revenir dans quelques instants. Le gamut, c'est la capacité à un appareil électronique de pouvoir restituer une plage de couleurs. Vous avez tous entendu parler de RGB, sRGB, DCI-P3. Ce sont des normes colorimétriques, c'est ce que l'on appelle des gamut. Vous pouvez voir que au lever et au coucher du soleil, la température de couleur n'est pas du tout la même. Vous pouvez avoir en pleine nuit des températures colorimétriques de 12 800 Kelvin, alors qu'au lever du jour, vous allez avoir 2800 Kelvin. Je devrais dire, quand le soleil commence à monter et que vous voyez les couleurs rouges apparaître dans le ciel, vous êtes aux alentours de 2800 Kelvin. Là, normalement, je devrais commencer à titiller votre curiosité dans le sens où, pourquoi tu nous parles de Kelvin, la balance des blancs sur votre appareil photo. Pour celles et ceux qui ont été curieux, vous allez aller la tripoter et je vous incite fortement à aller tripatouiller là-dedans pour voir l'impact que vous allez avoir. Alors, oui, je sais, pour les puristes, régler la balance des blancs quand on travaille en RAW n'est pas important puisqu'on peut récupérer en post-traitement. Alors comme je dis toujours sur ma chaîne YouTube, vous avez un cerveau, vous avez des jambes, 90% du boulot doit être fait à la prise de vue. Le temps passé devant l'écran, à la maison, c'est juste pour récupérer des teintes, des couleurs, éclairer un petit peu, enfin, ce que vous n'avez pas pu rattraper à l'écran. Parce que votre capteur, comme vous l'avez vu tout à l'heure, lui, il a capté les informations. Votre œil ne les a pas vus, mais le capteur, lui, il les a enregistrés. Il est dans votre fichier RAW. Et comme vous voyez des photos de photographes avec des couleurs, des ciels magnifiques, tout ça, ah, Photoshop, merci. Non. C'est simplement qu'il a su capturer le paysage au bon moment, avec des bons réglages, et il a pu permettre à son capteur d'enregistrer les bonnes couleurs à cet instant. D'où, je suis désolé de revenir là-dessus lourdement avec vous, mais l'importance du triangle d'exposition. Ce foutu triangle d'exposition. Et comme j'ai dit lorsque j'avais des élèves dans le club photo où j'étais, tant que vous ne maîtriserez pas ce foutu triangle d'exposition, vous ne progresserez pas. Toute personne qui me dit « moi le triangle d'exposition je m'en fous », ok, pas de souci. Fais ta pratique photographique, fais-toi plaisir. Mais à un moment donné, tu verras que pourquoi j'arrive pas à avoir tel résultat. T'as quoi comme exif? Alors pour les néophytes, les exifs, c'est ce qu'on appelle le triangle d'exposition, ouverture, ISO, vitesse. C'est ce qu'on appelle les exifs. C'est bon pour vous? Je m'écarte un peu, hein, je vous ai prévenu. Hein. Donc, les températures de couleur, elles vont influencer votre colorimétrie et vos photos. J'ai simulé les phases de la balance des blancs, enfin je devrais dire de la colorimétrie, en fonction de la période de la journée. Heure bleue, 2000 Kelvin, comme nous avons vu tout à l'heure, 3000 Kelvin. 4000 Kelvin, on commence à sortir de l'heure bleue. Et ensuite, on monte progressivement pour finir. Alors, j'ai pas réussi à vraiment simuler l'heure dorée, mais imaginez bien qu'on continue à monter en température. Bon, à titre d'info, c'est juste une simulation pour vous donner un ordre d'idée si vous n'aviez pas vraiment vu à l'instant T la différence de colorimétrie au moment de la prise de vue d'un lever ou d'un coucher de soleil. Voilà, là j'ai simplifié, je vous ai mis simplement la balance des blancs, on va dire 0, balance des blancs froide, balance des blancs chaude. Est-ce que vous connaissez un petit peu les températures de couleur? Est-ce que ça vous intéresse de savoir un petit peu ce qu'il en est? La lumière d'une bougie, c'est 2800 Kelvin. C'est rouge, c'est chaud. Donc votre appareil photo, il va refroidir.
ce qui va vouloir revenir absolument à 5500 Kelvin. Donc pour ceux qui ont touché un petit peu la balance des blancs, vous avez dû vous dire à un moment donné, bah, je comprends pas parce que le 2800 Kelvin, c'est censé être chaud, c'est censé être rouge. Pourquoi je fais une photo bleue? Bah, parce que là, vous lui dites que ce qu'il va photographier, c'est une température de couleur extrêmement chaude, donc lui, il va venir la refroidir à l'opposé pour retrouver les 5500 Kelvin. Est-ce que ça va? C'est bon? Voilà les fameux gamutes dont je vous ai parlé tout à l'heure. La capacité que votre appareil photo et donc votre capteur va pouvoir vous restituer, enregistrer les informations. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand vous faites les réglages de votre appareil photo, on va vous demander de choisir entre RVB et sRVB. C'est simplement pour déterminer la plage colorimétrique dans laquelle il va devoir travailler et le nuancier de couleurs qu'il va devoir mettre à disposition lorsque vous allez prendre vos photos. Alors, je rentre pas trop dans les détails des gamutes parce que voilà, c'est pas trop le but de la manœuvre et je voudrais vraiment arriver au but qu'est la lumière. Ici, je vous ai mis juste pour information les différents points blancs qu'il existe aujourd'hui. Vous voyez que toutes les photos que vous voyez dans les magazines, dans les brochures, ont été imprimées avec un point blanc type D50. Si vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit type D65. Hein? Le point, il en existe trois gros principaux. Le D50, D55, D65. Voilà. Après, tout dépend du but pour lequel vous dessinez votre photo. Est-ce que je veux faire de la publication dans un magazine? Donc là, je vais travailler en D50. Donc, par rapport au calibrage de mon écran, je vais indiquer à ma sonde, par le logiciel, que je veux une balance des blancs type, avec un point blanc type D50. Vous voyez, on en revient toujours à cette lumière qu'on va transformer. Et à un moment donné, on va prendre le pas, c'est pour ça que j'aime bien dire qu'on a un cerveau, donc il faut s'en servir. On va prendre le pas sur la machine pour lui dire, non, moi je veux que tu travailles comme ça. C'est pas toi qui vas décider comment tu veux que je travaille moi, c'est moi qui vais décider comment toi tu veux travailler. Donc là, vous avez quelques exemples de photos travaillées avec différentes lumières. Mais j'y reviendrai un petit peu plus en avant. Alors, la lumière réfléchie, parce que la lumière blanche, la lumière incidente, vous avez compris qu'elle venait du soleil, mais la lumière réfléchie, elle vient de quoi? Eh bien, elle vient de tous les objets qui vous entourent. Elle reçoit de la lumière incidente, les objets reçoivent de la lumière incidente, et vous renvoient de la lumière réfléchie. Mais cette lumière réfléchie, elle va être déformée. Comme vous pouvez voir là, lumière blanche incidente, donc on voit bien que la lumière est blanche, elle frappe une feuille, la feuille renvoie de la lumière réfléchie, la lumière devient verte. Pourquoi? Alors, bon, donc là, j'avais oublié cette diapositive. La lumière réfléchie, les problèmes commencent ou pas? Et croyez-moi bien que les problèmes de lumière réfléchie, lorsque vous allez aborder le thème de la macro, ou du paysage, notamment coucher de soleil, va vraiment vous poser un problème. Qui est-ce qui, dans la salle, a déjà fait une photo qui, pour lui, l'exposition était super? J'ai les réglages qui sont optimales. Et quand vous regardez la photo sur l'ordinateur, elle est bruitée au possible, vous croyez que vous visionnez une photo du journal. À qui c'est arrivé? À tout le monde. À tout le monde. Eh bien, tout simplement parce qu'on n'a pas pris en compte la lumière réfléchie. Là, maintenant, on va aborder le fait de pourquoi la lumière réfléchie s'appauvrit. Lumière blanche, donc là, j'ai vraiment simplifié à l'extrême. Hein. On a 33% de rouge, 33% de vert, 33% de bleu. C'est vraiment pour vous aider à comprendre comment cela fonctionne. Et là, on voit que la lumière incidente vient frapper la feuille et que, par contre, eh bien, lumière réfléchie, environ 100% des 33% de vert. Le rouge et le bleu, il est passé où? Il a été absorbé par la feuille. Pourquoi les feuilles sont vertes? Parce qu'elle n'a pas besoin, la plante n'a pas besoin de la lumière verte.
Ça ne l'intéresse pas. Pourquoi elle a besoin du rouge et du bleu? Parce que le rouge va aider à la plante à se fortifier, à pousser, à prendre de la force. Et la lumière bleue, elle va dire, oh, du calme. On pousse, on s'embellit, on se fortifie, mais pas anarchiquement. On pousse de manière cohérente. La lumière verte, pas besoin, donc on l'enlève. Encore une fois, on n'a rien inventé, la nature a tout fait à notre place. Alors, je répète, vulgarisation à l'extrême. Mais il n'empêche que dans la réalité, on n'est pas très loin de la vérité. Quand je vous ai dit tout à l'heure que la météo avait un impact sur la lumière réfléchie, prenons, on a tous vécu ça dans notre vie, une scène orageuse. Vous avez un superbe nuage noir loin à l'horizon, vous avez le soleil dans le dos, ou de profil, et vous avez des couleurs, des contrastes magnifiques, superbes, et évidemment, vous n'avez pas pris l'appareil photo. Hein. Parce que ça serait trop bien d'avoir tout le temps l'appareil photo avec soi. Et ces jours-là, on se dit... Eh bien, tout simplement parce que le nuage noir, pourquoi il est noir? Parce qu'il va absorber toute la lumière. Il va bloquer la lumière, il n'y aura plus de lumière incidente qui va tomber sur le paysage qui va être devant vous. Et par contre, la lumière incidente, elle va venir de là où elle peut pour venir éclairer la scène. Et que quelque part, elle va s'ordonner et elle va arrêter d'être anarchique, elle aussi, et elle va vous restituer des couleurs beaucoup plus intenses, des contrastes beaucoup plus intenses. Vous allez avoir un contraste très dynamique. Et vous allez obtenir la même chose en photographie de portrait, enfin de studio, puisque vous allez avoir une source de lumière qui va être dirigée comme vous l'entendez, et vous allez avoir un seul type de lumière réfléchie. Là, c'est un petit peu pareil, c'est le même principe. Aucun trucage. Photo JPEG. Donc pour vous dire que je n'ai même pas trafiqué. À l'époque, je ne savais pas travailler en RAW. C'était mes débuts, mes vrais débuts photographiques. Bord de Loire à 2.6, sous le barrage, ciel orageux, clac clac, c'était dans la boîte. Le coup de bol. Donc vous voyez, on a cet effet de contraste hyper dynamique. Cette lumière douce et rude à la fois. La lumière réfléchie a été réfléchie de manière, je dirais, photographiquement intelligente. C'est bon? Autre scène, toujours ciel orageux. Et là, vous voyez que par contre, je suis sous la cellule orageuse, sous le nuage, si vous préférez. La lumière est beaucoup plus tamisée, est beaucoup plus diffusée. Et je n'ai pas d'ombre. Ce qui fait que ma photo a un contraste qui est homogène, puisque le nuage va tamiser la lumière qui va le traverser, et de manière à ce que les photos que je vais prendre sous ciel couvert seront plus douces, plus naturelles. Tout simplement parce que le nuage va filtrer la lumière. Rappelez-vous de cette phrase. En photographie, il ne faut pas perdre de vue que toute décision, toute action qui pour vous semble vous apporter un plus, derrière, vous allez avoir le coup de massue parce que je vais décider d'une action, mais à côté, je vais avoir le contre-coup. Exemple flagrant. Je suis en macro, je suis en paysage. Je décide de faire ma photo à f8. J'ai une profondeur de champ qui est de X mètres. Je vais dire, ah, j'ai trop de lumière, enfin, j'ai pas assez de lumière, je vais me mettre à f4 pour obtenir de la lumière. On est d'accord? Je vais impacter ma profondeur de champ, j'aurai plus la même profondeur de champ. Action, conséquence. Et en macro, ça ne pardonne pas. Vous passez d'une profondeur de champ de 3 mm à 1 mm,
Ben, faut pas vous louper dans la mise au point. Hein. Mais vous avez X fois plus de lumière qui va rentrer sur le capteur, puisque vous avez ouvert votre objectif beaucoup plus. Donc, lumière réfléchie, pas forcément la meilleure des copines. Attention, méfiance. On y reviendra. La lumière réfléchie. Ah bah j'ai fait une belle faute là, tiens. Lumière incidente, super. Donc la lumière réfléchie, je confirme, c'est pas incidente mais c'est réfléchie, s'appauvrit en qualité et en... Ah non, autant pour moi, j'étais plus vite que la musique. Donc la lumière incidente s'appauvrit en qualité et en quantité quand elle devient lumière réfléchie. La colorimétrie, elle va être modifiée. La lumière réfléchie va dépendre de la quantité de lumière incidente absorbée par l'objet. Et vous allez voir que en paysage et en macro, c'est pas un 20 mots. La preuve, les scènes pauvres en lumière incidente auront un contraste beaucoup plus élevé, des couleurs très saturées et des tons très marqués. Est-ce que vous avez déjà vu des photos de macro, ou je devrais dire d'hyper macro, avec une plage colorimétrique très faible, des couleurs très marquées, un contraste très dynamique? Tout simplement, c'est que plus vous allez vous approcher de votre sujet, moins vous aurez de lumière, et moins vous aurez de lumière, mais cette lumière sera de plus en plus de la lumière réfléchie. Il n'y aura quasiment plus de lumière incidente, et là, bah, c'est perdu. Vous perdez en qualité, vous perdez en texture, vous perdez en détail. C'est un très mauvais choix. Mais il y a des moyens de contrer. Des heures de la journée à privilégier, comme nous avons vu tout à l'heure. Les conséquences en paysage. Lumière incidente, le ciel. J'ai une partie de ma lumière réfléchie qui sont les montagnes, les sapins et ce qui reste des pistes de ski. Si vous notez à certains endroits, j'ai quasiment plus de détails. J'ai presque uniquement des taches noires. C'est à ces endroits-là que la lumière incidente est complètement absorbée par la scène et qu'il n'y a que très peu de lumière réfléchie. Rappelez-vous d'une chose, c'est qu'en photographie, le noir n'est pas une couleur et le blanc non plus. Le noir en photographie, c'est l'absence de lumière. Noir, c'est noir. Johnny l'a suffisamment dit. Et le blanc, c'est simplement la saturation à plus de 100% des photosites de votre capteur. 100% de blanc, 100% de bleu, 100% de vert, blanc pur. Les conditions météo, comme vous pouvez le voir, peuvent vous apporter un sacré coup de pouce artistique. Et vous pouvez voir que sous les chaînes, là-bas, je n'ai quasiment plus de lumière réfléchie, mais par contre j'ai du détail. C'est paradoxal. Comment peut-on avoir du détail si on n'a plus de lumière réfléchie? Est-ce que vous avez entendu parler de l'exposition à droite? Ça ne vous parle pas? C'est une méthode de photographie en numérique qui est ultra importante. Votre capteur est fait pour fonctionner d'une telle manière qu'il faut lui apporter la lumière dont il a besoin pour vous restituer ce qu'il voit. Si vous sous-exposez votre photo, vous allez appauvrir encore plus la lumière réfléchie, vous allez encore plus donc augmenter les noirs, et lui, votre appareil photo, il a horreur du noir. Il va chercher, absolument, aller chercher du détail, de la texture, de la couleur, de la lumière, même s'il n'y en a pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Photo du journal du centre, bruit,
Alors, bruit numérique, bruit chromatique, photo, poubelle. Inexploitable. Même si vous êtes en RAW. Là, comme vous pouvez le voir, au niveau des arbres, plus de lumière réfléchie. Bouché. Et comme vous pouvez le constater sur la photo, j'ai même pas été chercher, au post-traitement, à aller déboucher mes ombres. Pour la petite histoire, panorama composé de 4 photos. Prises au 70-200. À 200 mm. C'est possible de faire du panorama avec des objectifs à longue focale. Il y a une méthode. Scène très compliquée, les feux d'artifice. Comment trouver le bon équilibre d'exposition de votre photo avec une lumière qui pète dans le ciel, qui va venir exploser la cellule de calcul d'exposition de votre appareil photo, et avec des scènes qui sont bouchées, puisqu'il n'y a pas de lumière incidente. La seule lumière incidente que vous allez avoir, ce sont les éclairages publics et le feu d'artifice en lui-même. Je suis désolé, mais triangle d'exposition. Il va vous embêter jusqu'au bout, ce gars-là. Alors, si vous n'êtes pas pote avec lui, appelez-le, prenez rendez-vous, faites-vous un resto, réconciliez-vous, parce que tant que vous n'aurez pas fait la paix avec lui, il va vous déranger. Hein. Temps extrêmement gris, on le voit à la colorimétrie qui tire un petit peu sur le turquoise. Mais pourquoi il tire sur le turquoise? C'est parce que je joue avec la végétation entre le chevreuil et moi. Il y avait quelques petites herbes qui sont là. Je les mets entre mon objectif et le chevreuil. Et là, bingo, c'est gagné. Je viens modifier ma colorimétrie. Tintin. La photo parle d'elle-même. Hein. Le bol absolu. 3 heures d'affût, rien. Prêt à plier les gaules. Je l'entends qui siffle. Je dis rien de presse, il y a 5 minutes, je suis pas pressé. Effectivement, il se pose dans un rayon de soleil. Pas de bol pour moi, mauvaise préparation. Ma photo est par endroits légèrement cramée. Mais j'arrive à avoir cet effet de tube de lumière qui vient éclairer mon personnage et qui vient complètement gommer mon arrière-plan. Parce que si je vous montre le lieu où j'ai pris la photo, l'arrière-plan il est infect. Hein. Et là, coup de bol. Comme quoi la photo, c'est énormément de chance aussi. Et là, il est éclairé donc par lumière incidente. Oui, oui. Ah, juste un rayon de soleil qui vient. D'ailleurs, on commence à l'apercevoir ici. Il y a de l'ombre ici. Parce que là, il y a pas mal de détails. Tout à l'heure, on disait que quand il y avait de la lumière incidente, il n'y avait pas beaucoup de détails dans la photo. Exposition à droite. Méthodologie. Alors, en plus de l'exposition à droite, il va rentrer en ligne de compte, et je ne voudrais pas trop aborder le sujet parce que c'est compliqué, mais il y a la méthodologie de choix du calcul de l'exposition. Mesure spot, mesure évaluative, mesure à prépondérance centrale, et puis mesure... Enfin bon, après ça dépend des marques d'appareils photo et des modèles, il y en a plusieurs. Mais là, c'est le choix de la mesure qui va déterminer l'exposition de la photo. Et moi, que ce soit en animalier, et notamment en ornitho ou en macro, mesure spot à 100% du temps. Parce que qu'est-ce qui m'intéresse en macro ou en ornitho? Non. L'œil. Faites l'expérience. Regardez une photo. Prenez 2 photos. Une avec un sujet dont l'œil est net et une avec un sujet dont l'œil est flou. Par exemple, vous avez tous des enfants ou des petits-enfants. Faites une photo de votre petit enfant avec la mise au point sur l'œil, et de préférence l'œil le plus proche de vous, ou je devrais dire le plus proche de l'objectif, et faites une mise au point avec la mise au point sur le nez, avec l'ouverture la plus petite possible que vous pouvez avec votre objectif.
Et si un jour on se revoit, vous me direz laquelle des deux vous préférez. Et je peux déjà vous donner la réponse. À coup sûr, à 100%, vous allez préférer celle où la netteté est à 100% sur l'œil. En macro, en ornitho, en animalier, toutes les photos dont vous n'avez pas la mise au point à 100% sur l'œil de votre sujet, c'est même pas la peine de les garder. Si vous saviez le nombre de commentaires désagréables que j'ai eu à mes débuts parce que je ne faisais pas attention, je vous fais gagner quelques mois dans votre pratique photographique, pensez directement à la mise au point sur l'œil. Contre-jour, le ciel, là, on était début d'heure dorée, le ciel était bouché comme vous pouvez le constater. Contre-jour, malgré tout, une harde de sanglier, clic-clac, c'est dans la boîte. Bon, la photo n'est pas chouette, mais pour vous donner un exemple. Contre-jour, pas de lumière réfléchie. Donc là, c'est même pas la peine d'essayer d'aller déboucher les sangliers. C'est photo du journal assuré. Là, pareil, un jour très gris, j'étais à 3 mètres du renard, non un peu plus, j'exagère, j'étais à 7 mètres d'un renard quand il est sorti du fourré et que moi je sortais aussi d'un autre fourré, j'étais au 600 mm, j'ai pas fait 50 photos. Hein. Et là, si vous avez compris qu'il faut préparer vos sorties, qu'il faut déjà que vous ayez des pré-réglages d'établis. Personnellement, quand je suis en animalier, c'est ouverture maximale plus 1 voire 2 IL pour avoir le meilleur rendu de mon objectif et 1/600 de seconde. Ça, c'est le réglage de base. ISO auto. Je me dispense des ISO. Pourquoi je me dispense des ISO? Si j'avais cherché à avoir l'exposition juste en calibrant mes ISO au moment de la prise de vue, il m'aurait fait, comme là, il m'aurait tiré la langue et puis il m'aurait dit merci, au revoir. En animalier ou en macro, ne jouez pas. Cherchez vos réglages, réfléchissez à la lumière qui vous entoure, et notamment si vous n'êtes, comme moi, là j'étais dans une petite clairière, mais j'étais quand même pas mal entouré de lumière réfléchie, très peu de lumière incidente. Donc là, le fait que les ISO soient en auto, moi je lui dis, tu shootes à 1/600 de seconde et à f5.6 ou à f8, lui les ISO il va les chercher comme il a envie. Hein. Donc après c'est au petit bonheur la chance. Mais n'empêche que si vous ne préétablissez pas une ligne de conduite, si vous n'exercez pas votre pratique, si vous n'exercez pas votre œil, et si vous n'allez pas chercher vos réglages, comme je dis toujours là sur ma chaîne YouTube, on est en numérique, on n'est plus au temps de l'argentique. Qu'est-ce que ça vous coûte de déclencher? La photo est pas belle, poubelle. Entraînez-vous, exercez-vous, apprenez, cherchez vos réglages, prenez vos marques. Et vous verrez que, arrivé à un moment donné, vous réfléchirez même plus. Je fais de la macro, allez, je me mets au 1/200 parce que j'ai un objectif, c'est un 90 macro, donc je me mets au 1/200, donc comme ça, je suis sûr que mon flou de bouger, j'en suis débarrassé. Moi, je suis un grand dingue en macro. Hein. Quasiment toutes mes macros sont pris f2.8. Hein. ISO 100. 1/200, f2.8, ISO 100. Et après, j'affine. Je suis plus en animalier pur, je suis en macro. Si le sujet est docile, j'affine mes ISO. Je ne suis plus en ISO auto. Surtout pas. Rappelez-vous, plus on se rapproche de son sujet, moins on a de lumière à notre disposition, et plus cette lumière est dégradée. Donc ne jouez pas avec vos ISO, parce que les ISO c'est bien, mais en abuser ça craint. C'est comme les antibiotiques.
Là que j'ai voulu jouer, j'ai perdu. ISO trop fort, photo bruitée. Et pourtant, là, j'étais à limite de map avec le 600 mm. Le guépier était à 3 mètres de moi. Je pouvais difficilement être plus proche. Oui, j'étais en limite de map. Hein, et je m'étais j'avais mis mon affût et j'avais positionné mon appareil photo de manière à ce que je sois au taquet de la mise au point. Quand je vous dis que la végétation peut influencer votre photo et vous apporter un petit côté artistique, jouez avec. J'ai des herbes folles devant moi, eh bien, ça m'apporte le petit côté vert sur la prise de vue. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, en macro, plus on s'approche de son sujet, moins on a de lumière. Donc des fois, on a besoin d'un petit coup d'artifice pour nous aider. Mais là, c'est pareil. Eh bien, c'est la lumière artificielle que vous allez apporter. Qui dit lumière artificielle, valence des blancs non assurée, luminance non assurée. Donc, méfiance. N'allez pas trop fort en luminosité. Apportez juste la pointe d'éclairage nécessaire. Perso, quand je fais mes macros, alors, à 90% de mes macros, je suis en lumière naturelle. Mais de temps en temps, j'aime bien faire du low-key, comme on appelle. Travailler des photos uniquement en basse lumière. Et de temps en temps, je mets un petit coup de lumière et je règle. J'apporte juste la lumière qu'il me faut pour venir déboucher ma fleur de bouton d'or. Et au passage, ça vous parle? Lumière directe? Macro, lumière naturelle. Je suis en limite de mise au point, c'est pareil, à une dizaine de centimètres de mon sujet. Lumière 100% naturelle. Jouez avec votre profondeur de champ. Tout le monde sait ce que c'est que la profondeur de champ? Quand je vous dis que je suis un grand fou, que je suis f de 8, là, j'ai fait la mise au point donc sur l'œil de mon cliquet. Et ma menthe religieuse, elle est suggérée. « 100% de lumière réfléchie. Pas de lumière incidente. » Encore une fois, jouez avec la végétation. Devant moi, j'ai plein d'herbes folles. Je joue avec, ça m'apporte une déviance colorimétrique qui apporte un petit plus à ma photo. 100% lumière réfléchie. Mais là, une journée très couverte, fin de matinée, donc potentiellement la lumière incidente est un tout petit peu plus forte que dans la matinée. Et ça me permet de ne pas trop monter dans les ISO, ça me permet de descendre en vitesse. Signe très distinctif en macro, mon papillon n'a pas les ailes collées. Pour vous, ça évoque quoi? Il est serein. Il n'est pas stressé. Donc là, tant qu'il a les ailes non collées, j'ai tout loisir de le photographier. Un petit truc, comme si vous photographiez du papillon. Le papillon, les ailes grandement déployées, il prend le soleil, il se fait dorer la pilule. Selon comment vous allez l'approcher, s'il ferme les ailes, stop. C'est terminé. Vous patientez et vous attendez qu'il se calme. C'est un jeu. Certaines de mes photos de papillons, pour ceux qui ont vu mon exposition, dans le pire des cas, c'est 20 minutes d'approche. Où je m'approche, je m'agenouille, il se barre. Je le regarde se poser, je me relève, il se barre. Et j'ai rien fait, je me suis simplement relevé.
Mais il sait que je suis là. Il faut être patient. La photographie, c'est de la patience. Si vous allez sur mon site internet, vous allez voir mon adage, c'est la photographie, la nature éveille nos sens, la photographie nous permet d'exprimer. On se pose. On n'est pas pressé. On a le temps. On n'a pas les gamins. On est tout seul. Il faut respirer. Petit coup de flash. Sinon, 100% de lumière réfléchie. Là, je suis à moins de 10 cm de mon scarabée. Je ne sais pas trop ce que c'est comme bestiole. Je ne suis pas entomologiste, donc ne me demandez pas les marques et modèles des bestioles. Je ne les connais pas beaucoup. Mais petit coup de flash. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, je viens juste apporter la lumière nécessaire à venir déboucher l'œil de mon scarabée. Le reste, je m'en moque. C'est l'œil que je veux. Ça ne fait pas fuir un coup de flash? Alors, vous abordez un thème délicat. Je suis anti-flash. Donc c'est pour ça que quand je vous dis que je photographie au flash, c'est que je veux un sujet dans une certaine situation à un moment donné. Comme je vous ai dit tout à l'heure, 90% de mes photos macro sont réalisées en lumière naturelle. Le flash, c'est en dernière cour. Et pour vous en donner la preuve, j'ai revendu mon flash il n'y a pas très longtemps parce que je m'en sers pas. Il dormait dans le tiroir du bureau, donc c'est pas la peine. Lumière réfléchie, 100%. Ici, un petit coup de flash pour dégager les pistils et la corolle. Là-bas, lumière naturelle. Ici, lumière naturelle. Notez au passage la mise au point. Quand je vous dis que la mise au point, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, je vous garantis que si vous appliquez à faire vos mises au point, vous allez faire des progrès, mais alors à vitesse grand V. Encore une fois, exercez-vous. Déclenchez. Testez. En manuel ou en autofocus? Manuel. Manuel. En ce qui me concerne, ça m'arrive de me servir de l'autofocus, mais c'est uniquement si je veux essayer de choper le papillon qui s'envole, ou une abeille en vol, etc., ou une abeille qui butine. Mais vu que j'y arrive jamais, je passe. Je me sers de l'autofocus, par contre, quand je fais mes vidéos. Oui, là, je me sers d'autofocus parce que je ne veux pas m'amuser à faire la mise au point en fonction de comment il va bouger. Donc là, ouais. Et pour vous dire, pour mes macros, j'ai un objectif, un Laowa 90, si certains connaissent. C'est manuel 100%. 750 € l'objectif. Pas motorisé, pas stabilisé. C'est du manuel pur. Et c'est en travaillant manuellement, en exerçant votre œil, à faire vos photos que vous allez progresser. Arrêtez de copier les photos des autres. Faites vos photos. Réfléchissez à la lumière. Est-ce que j'ai de la lumière réfléchie? Est-ce que j'ai de la lumière incidente? Est-ce que j'ai des deux? Est-ce que je suis trop près de mon sujet et puis bah, j'ai plus de lumière réfléchie, j'ai plus que de la lumière incidente? Là, bah, gaffe. Là, Jérôme, l'autre jour en conférence, il m'a dit que si j'étais trop près, j'avais plus que de la lumière réfléchie, donc faut pas trop monter dans les ISO. La preuve en est avec cette photo. ISO auto, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vitesse, j'ai absolument pas fait gaffe. 1/600e de seconde. Soyons fous. Olé olé. F8. Ouh. ISO 18 000. J'ai pas de lumière incidente. Je suis à l'ombre d'un bosquet, et si vous reconnaissez la branche du martin de tout à l'heure, c'est la même. Donc là, pour le coup, je suis à l'ombre. 1/800e, 1/600e. À l'aise Blaise, tranquille. Ah, j'étais fier, hein. Ah, je suis rentré, j'ai montré, alors sur une pastille grosse comme ça, derrière le dos de l'appareil photo, j'ai montré à ma femme, j'ai montré à mes gamins, et pas doué le père? Quand je suis monté sur l'ordinateur, que je l'ai foutu à l'écran. Youpi!
La nuit. Situation très compliquée. J'adore faire des voies lactées. Je suis absolument pas spécialiste. Mais n'empêche que j'essaye. Je me lance. Ici, vous avez le port de Cercy-la-Tour qui est à côté de Decize. Un dimanche matin de décembre. Là, on est entre l'heure bleue et la nuit. Vous pouvez voir dans le ciel que on distingue encore quelques étoiles par endroits. Et ben, j'adapte mon temps d'exposition avec la lumière réfléchie que je reçois. À gauche, on est sur quel temps de pause, là, à peu près 15 secondes. Là, on est sur du F1.8, F2, 15 secondes de pause, 6400 ISO. Pour la petite histoire, one shot. Une seule prise de vue. Je ne sais pas faire les multiprises. J'ai un copain qui fait très bien ce genre de situation, qui m'engueule à chaque fois. Je ne sais pas. Moi, c'est la macro, c'est l'animalier, c'est le paysage, oui, mais c'est pas ça. Donc, bah, j'adore faire de la voie lactée.